Le 10 juin 1806, eut lieu au Parlement anglais, un débat autour de l'abolition du commerce des esclaves. Le magazine New African l'a reproduit fidèlement dans son numéro d'octobre 2011. À sa lecture, on se rend compte nettement que deux clans irréconciliables s'opposaient. D'un côté ceux qui défendaient les valeurs morales, c'est-à-dire la dignité de la personne humaine révélée par le christianisme. De l'autre, les capitalistes qui ne juraient que par les valeurs marchandes. C'est au nom des valeurs chrétiennes que le commerce des esclaves fut interdit. Voici l'intervention du député William Wilberforce, fer de lance de l'abolition de l'esclavage, qu'il obtint en 1807. En ce qui concerne une partie du discours de l'honorable général Gascoigne, je vais mentionner la légèreté avec laquelle il a traité les Saintes Écritures, et je doute grandement qu'il n'aurait pu être interrompu par l'application habituelle des prescriptions du Parlement, qui ont la bienséance pour fondement. Si je pouvais me persuader que l'honorable général croit vraiment que notre sainte religion, le christianisme, approuve le commerce des esclaves, je devrais être disposé à prendre en pitié sa faiblesse, et je devrais volontiers tenter de rectifier son erreur de jugement dans un esprit de douceur et de conciliation. Mais il est impossible de ne pas percevoir dans son ton et dans la manière même dont il a fait allusion aux Saintes Écritures que leur autorité n'a nullement été alléguée en vertu d'un argument grave et sérieux à cette occasion. Il ne me semble donc nullement nécessaire de réfuter l'allégation selon laquelle les Saintes Écritures donneraient quelque approbation au commerce des esclaves, d'autant que je suis tout à fait sûr que le Parlement est déjà pénétré de la conviction contraire. En effet, parmi les multiples preuves insignes de la pureté et de l'excellence de la religion que nous professons, ce n'est pas la moins remarquable qu'elle interdit non seulement la pratique du commerce des esclaves, mais qu'en plus elle tient pour une abomination le principe duquel il procède, qu'elle dénonce comme un vol d'homme. De plus, le caractère criminel de cette pratique est démontré par des principes évidents et universels, clairs dans leur sens et raisonnables dans leur application. Des principes qui, à la fois, interdisent évidemment l'indulgence pour de tels souhaits vicieux et mercenaires et exigent de nous que nous agissions toujours, à l'égard de l'homme, avec amour, bonté et bonne volonté. En effet, c'est une des gloires du christianisme que d'avoir éteint progressivement le commerce des esclaves partout où son influence s'est fait sentir. Maintenant, sœurs, en ce qui concerne le principe des taxes sur l'importation des Noirs à l'intérieur de nos colonies des Antilles, mon noble ami ne se souvient-il pas qu'alors que nous étions en train de discuter de ce sujet, le prix des esclaves s'était accru de 100%, soit de 30 à 70 livres par tête, une augmentation très supérieure à toute taxe qu'il pensait imposer? Or, le nombre des esclaves importés dans nos colonies n'a pas diminué. De plus, si nous ne pouvons rien obtenir d'effectif en cette matière sans le consentement des colonies, de quel espoir pouvons-nous jouir d'obtenir le consentement du système de taxation de notre noble souverain? Bref, je suis convaincu que la contrebande de Noirs, quand l'importation sera totalement interdite, n'est pas matière à crainte légitime, et comme argument contre l'abolition ne vaut presque rien. Ainsi, quoiqu'en 1791, 300 personnes eussent voté contre l'abolition, en 1792, après qu'un sentiment approprié à ce sujet a été suscité, une très grande majorité du Parlement fut en faveur de cette mesure. Et pourtant, parce qu'il est clair que, là où il n'y a pas d'intérêt personnel, le zèle de l'humanité diminue, dans cette matière même, le zèle des membres de la Chambre s'est effectivement éteint, et ils sont presque devenus indifférents à ce sujet. Ils étaient satisfaits de cet unique effort, et, lors des occasions ultérieures, ils se sont tenus à l'écart des discussions. Et quoique le pays tout entier eût déclaré la traite comme le plus abominable des systèmes de cruauté qui n'ait jamais déshonoré quelque partie du monde civilisé, rien d'effectif pourtant ne fut entrepris. Le souvenir de certains de ces événements est honteux, et je dois dire à cette Chambre et au public qu'ils sont redevables à mon très honorable ami, M. Fox, d'avoir proposé un vote pour sauver cette Chambre d'une situation si déshonorante, et d'avoir fait honneur à la face foncée du Parlement. Le plus grand mal de notre condition que je connaisse, c'est le maintien, en notre nom, d'un trafic d'êtres humains, opprobre auquel nous devrions mettre un terme. Si les membres de la Chambre pouvaient en vérité voir un millième des maux de cette pratique, qu'ils ont laissé perdurer pendant tant d'années, en faisant prévaloir un prétexte ou un autre, je crois vraiment à mon fort intérieur, qu'il ne souffrira plus l'existence du commerce des esclaves une année de plus, voire même une heure de plus. Mais, c'est parce qu'ils ne voient pas, c'est parce que certains parmi nous en tirent profit, qu'ils ne voient pas les souffrances de leurs semblables. C'est parce que les faits, qui existent réellement, ne sont pas autorisés à obstruer leur vision et à interposer la réalité des choses entre les consciences de ces messieurs et leurs calculs. C'est pour ces raisons que les arguments, tels que ceux que nous entendons constamment, en faveur de la continuation du commerce des esclaves, sont, en fin de compte, écoutés. Si on exigeait qu'un millième des réelles horreurs de ce trafic,
je le répète, soit vraiment sous les yeux de ses défenseurs, leur envie irrépressible de sortir leurs arguments quels qu'ils soient, j'en suis certain, passerait. Alors, devons-nous perpétuer ce système injuste et inhumain, quand nous avons tant de preuves de ses effets ruineux sur la condition humaine? Voici la réponse du député Manning, un des anti-abolitionnistes les plus virulents. L'argent, l'argent, l'argent. Voici le seul argument qu'il a su opposer au discours abolitionniste de William Wilberforce. J'avoue que rien de ce que j'ai entendu au cours de ce débat n'a changé mon opinion quant à l'opportunité de cette résolution. Je suis d'avis que l'agitation fréquente sur ce sujet dans notre Parlement est très préjudiciable pour nos possessions de grandes valeurs dans les Antilles, et que nous pourrions faire l'économie du présent débat, car, à mon avis, rien d'effectif ne peut être fait sans l'assentiment des assemblées de ces îles. Si donc vous changiez d'avis sur ce commerce, qu'importe la raison, je dis que vous êtes contraint, en premier lieu, de promettre à tous les planteurs des colonies que vous leur donnerez une compensation pour toutes les situations distinguées avec justice. Mon honorable ami, M. Wilberforce, a mentionné le vote de 1791, avec une division du Parlement de 300 contre 82, et il semble penser qu'il n'y a aucune raison que cette Chambre aboutisse à une résolution différente aujourd'hui. Mais, sœur, est-ce que rien ne s'est passé entre-temps qui pourrait conduire ces messieurs de la Chambre à suspendre cette mesure? Oublie-t-il l'État de Saint-Domingue? Oublie-t-il que ce commerce rapporte 6 millions de livres de revenus? Qu'il regarde l'État de Saint-Domingue. J'espère vraiment que chaque gentleman qui doit voter sur ce sujet aura constamment cela à l'esprit avant de donner son vote.